Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des Chicago Bulls et je vais me servir du jeu NBA 2K19 pour pouvoir un petit peu toucher à ce qui pourrait être leur saison à venir, la saison 2018-2019, euh, et notamment en commençant par s'intéresser à l'aspect salarial, à l'aspect contractuel, parce que la NBA est un business et que c'est toujours le nerf de la guerre que de regarder un petit peu qui est en fin de contrat, à qui est-ce qui reste X années de contrat, etc. C'est souvent comme ça que raisonnent les GM, même si ces dernières années à Chicago, on a pu avoir un petit peu l'impression que le front office gérait les choses parfois un petit peu bizarrement, voire un petit peu à l'encontre du bon sens. Alors, allons-y. Il y a dans cette équipe Markkanen, Jabari Parker, Zach LaVine, Portis Dunn, le rookie Carter Jr., euh, Robin Lopez et Denzel Valentine ainsi que Justin Holiday qui se dégagent très très clairement. Ça fait 9 joueurs qui se dégagent plutôt par rapport au reste de l'effectif. Mais on peut quand même apporter un bémol, c'est concernant Felicio, dont on peut penser qu'en cas de blessure, il est évidemment le premier à obtenir des minutes en cas de blessure ou en cas de tanking. C'est important cet aspect-là. Il sera peut-être quand même dans la rotation à un moment donné de la saison, ça paraît relativement évident. Vous pouvez constater que les Bulls l'ont signé à un tarif mais totalement délirant. Bon, Cameron Payne, il est encore sur sa dernière année de contrat rookie, mais c'est quelqu'un qui tarde vraiment, vraiment à confirmer les espoirs qui furent placés en lui, notamment quand il était le backup de Russ Westbrook à OKC, où il y avait l'air d'y avoir plutôt un potentiel, et puis à Chicago, waouh, on se demande presque où il est passé, il y a eu une blessure aussi, mais quand même. Il y a quand même un individu qui est à signaler, c'est Hutchinson. C'est un rookie. Lui, c'est un rookie qui a été obtenu, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les Bulls, ils avaient deux choix du premier tour cette année. Ils ont pris avec le choix numéro, je sais plus si c'est 6 ou 7, Carter Jr. Et avec leur choix, quelque chose qui était comme le 23e choix ou quelque chose du style, euh, qui était issu du trade de Mirotic à la New Orleans, Hutchinson a été drafté au premier tour par ce biais-là. C'est un arrière, il a 22 ans, le 71 d'overall, à 22 ans, laisse quand même plutôt espérer qu'un jour, ce type-là, c'est-à-dire un jour vers 25-26 ans, il puisse peut-être tutoyer les 78. C'est pas en tout cas inenvisageable dans NBA 2K. Après, dans la réalité, c'est encore une autre mayonnaise. Alors, avec tout ça, je pense la chose suivante. Je pense que s'il y a des mouvements à faire dans cette équipe, ils vont très probablement concerner un Bobby Portis. Ils vont aussi potentiellement concerner un Robin Lopez, parce que Robin Lopez est un contrat expirant. Ça peut beaucoup intéresser les équipes, les contenders par exemple. Et un Denzel Valentine, parce que comme on va le voir juste après, il peut, lui, il n'est pas en dernière année de contrat rookie, puisqu'il leur reste encore une année d'option à lever à l'été 2019, mais il y a quand même une insuffisance de performance chez Valentine. C'est un shoot, je sais pas si je peux l'appeler un shooter, je dirais, c'est un peu un scoreur, mais il me faut prendre des guillemets quand on dit ça. Et puis surtout, les besoins de l'équipe, ben, ils sont assez faciles à identifier. Il suffit pour ça de basculer dans le jeu pour se rendre compte du fait que, une fois que vous avez donné les minutes à Chris Dunn, moi, je suis partisan, par exemple, de faire jouer les minutes de meneur quand Chris Dunn doit bien se reposer à des moments. Moi, je suis un grand partisan de faire jouer Zach LaVine en combo guard, en fait. Voilà.
Parce que je pense que ce type est un créateur. Il n'est pas que créateur pour lui-même, je pense que Zach LaVine, il a du potentiel créatif. Attention, toute proportion gardée, comme on peut voir à Houston avec un James Harden qui prend le relais de Chris Paul. Mais attention, hein, bon, j'ai pas dit qu'on va mettre en comparaison Zach LaVine et James Harden. Ce serait un petit peu insultant pour Harden pour le moment. Et puis comme devraient, à mon sens également, le faire également les Phoenix Suns. Les Phoenix Suns, ils auraient tout intérêt à utiliser Devin Booker en combo guard, c'est-à-dire en poste 2 et 1, parce que je pense que Devin Booker, il est comme James Harden, il a un avenir dans cette NBA actuelle qui a bien changé les dernières années. Il a un avenir au poste de meneur, je dis pas 36 minutes par match, mais une quinzaine de minutes par match au poste de meneur, oui. Et ben moi je fais la même chose avec Zach LaVine, voilà. Parce que de toute façon, c'est soit je fais ça avec Zach LaVine, soit je donne des minutes à Cameron Payne. C'est un choix. Honnêtement, c'est vraiment chacun peut avoir son idée sur ça. Moi, je préfère mettre LaVine. Ensuite, une fois que vous avez donné les minutes à Jabari Parker, que par exemple ce dernier mérite, même si j'ai entendu ces derniers jours qu'il serait peut-être question qu'il sorte du banc, très sincèrement, à 20 millions la saison, je n'y crois pas tellement. Je ne crois pas qu'une équipe comme les Bulls va faire sortir du banc Jabari Parker dès le premier match de la saison. Voilà, c'est mon modeste avis. Donc, je lui donne ses 33 minutes. Je donne à Markkanen également ses minutes. Alors, selon un principe juste quand même, puisque ce sont les 4 joueurs qui vont être les principaux pourvoyeurs de points, j'essaye de faire en sorte qu'il y en ait toujours au moins 2 en même temps sur le terrain. Voilà, le seul moment où il y en a, non pas 2, mais il y en a 4, c'est le début de match, la fin de match et la fin du deuxième quart. Voilà, on pourrait répartir un peu différemment, mais c'est le choix que j'ai utilisé pour avoir des rotations qui commencent et qui débutent à des moments qui sont faciles à retenir quand vous jouez les matchs. Voilà, là on est dans une modélisation de la réalité, bien sûr. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce qui me paraît clair, c'est que Bobby Portis, étant un joueur qui est doté d'une dureté plutôt intéressante, moi je lui ferais bien terminer les matchs au poste de pivot. Je sais, il est marqué ailier fort dans le jeu, mais pour moi Bobby Portis c'est plutôt quelqu'un qui a la dureté, il a les 2,11 m, il a de la qualité au rebond. C'est quelqu'un à qui je donnerais des minutes, mais moi au poste 5 dans la NBA actuelle. Il a en plus cette qualité immense de pouvoir s'écarter du cercle, ce qui en fait quelqu'un d'encore plus dangereux à ce poste-là sur du pick and pop éventuel. Euh, Ce que je ferais également, c'est que je donnerais des minutes à Wendell Carter Jr., évidemment, parce que c'est un rookie qui peut être super intéressant sur le long terme, mais je lui donnerais la moitié de son temps au poste 5 et l'autre moitié au poste 4, parce qu'il me semble qu'il est encore jeune, et pour avoir déjà joué quelques matchs avec les Bulls, je trouve qu'il est encore pas trop NBA ready. Voilà. Ça, c'est en passant. Donc, voilà, par exemple, moi je commencerai par lui donner 12 minutes, et puis s'il s'avère trop fort, eh bien, évidemment qu'on lui en donnera plus, cela va de soi. Donc, on aurait un temps un petit peu ici où il y en aurait Robin Lopez aussi qui prendrait 10 minutes. Pour ce qui est du poste de pivot, on va compléter tout ça par éventuellement voilà, cette manière-là de fonctionner, c'est-à-dire Robin Lopez qui va encore hériter de quelques minutes, parce que c'est quand même un joueur solide, c'est un joueur plutôt précieux dans un effectif. Et vous voyez, on a presque tout qui est réglé, si ce n'est, voilà, hop là, moi je donne ceci.
Pourquoi je mettrais un Portis en 4 et un Carter en 5? C'est parce que Portis me semble plus à même d'aller défendre sur les 4 qui s'écartent du cercle, les 4 qui shootent à 3 points, voilà, qui me paraît en tout cas intéressant. Donc Bobby Portis, vraiment 6e homme de la rotation, hein, que ce soit très clair. Après, il y a un souci majeur. C'est que vous avez des minutes à répartir ici. Il y en a en tout 6 et 12. Et là, il y en a eh bien 15 et 6 et 3. Il y a toutes ces minutes-là à donner à des extérieurs. Pourquoi? Parce que vous voyez déjà que le poste de d'ailier, il n'est pas encore comblé. Donc ce qu'on peut éventuellement faire, c'est quand même donner un petit peu de temps de jeu, parce que c'est un joueur qui est intéressant, à Denzel Valentine, en espérant que son côté athlétique va rattraper sa défense calamiteuse, qui peut vous faire péter un plomb manette en main. C'est du vécu. Et puis, un en qui j'ai beaucoup d'estime pour lui, c'est Justin Holiday. Je trouve que c'est un joueur qui paye pas de mine, mais qui fait vraiment le boulot, et qui, lui, par contre, mérite largement qu'on lui donne ses 21 minutes, par exemple, et tout en sachant que on donnerait comme ça 6 petites minutes à ce rookie intéressant pour pouvoir voir si on a envie de lui donner davantage. J'ai nommé Hutchison. Pardon, pas Hutchinson. Donc voilà pour la rotation. Donc pour cette rotation à 10 joueurs, mais qui en fait est quasiment une rotation à 9, hein, puisque Hutchison n'a que très très peu de minutes. Pour cette rotation, moi, je vous dis ce que je pense très sincèrement. Alors, il faudrait développer des qualités de défense. Parce que sans ça, cette équipe sera vouée à ne pas dépasser les 30-35 victoires. Et ce, pour quelques années. Donc, sauf arrivée d'un free agent particulièrement spécial. Mais il faut l'attirer, ce free agent. Il faut qu'il y ait une culture de la gagne, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je pense que un peu d'aide en défense, plus que 50, oui. Il faut que ça commence à exécuter en attaque, il faut qu'on sente qu'il y a un style, ce qu'on n'a jamais senti avec Fred Hoiberg jusque-là. L'utilisation mesurée, les jeunes plutôt favorisés, de toute façon c'est une équipe de jeunes, hein. Et la préférence, voilà, ça c'est vraiment ludique à ce stade. Par contre, ce qu'on peut arriver à définir, c'est les priorités en attaque. À mon avis, les 3 options, après j'ai pas dit que c'est dans cet ordre-là nécessairement, les 3 options, c'est Lavine, Jabari Parker et Laurie Markkanen. Voilà. C'est ces 3 options-là, évidemment, en attaque. Il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Après, je vais rester sur des choses simples, du pick and roll. Un rythme moyen, oui, on pourrait même se permettre de booster parce qu'on a des jeunes. Mais bon, pourquoi pas. Je vais tenter ma chance au rebond. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, même si du coup on va se faire peut-être agresser en transition. C'est pas grave, ça se tente pour le moment. Focus défensif, moi je serais plus pour essayer de protéger la raquette, sinon on va se faire démonter dans la raquette parce qu'on n'a pas de protection de cercle réellement. Et jouer physique en défense, oui, c'est une équipe athlétique, il faut pas se limiter hein, à ne pas jouer physique. Les mecs sont capables de jouer physique, il faut juste le vouloir. Rebond défensif, oui, on prépare la transition, je veux bien cette option-là, elle me convient tout à fait. Après, on peut envisager encore un autre truc qui est rigolo, c'est le mentorat. Attends, juste auparavant, l'entraînement collectif. Moi, je pense que voilà, il y a juste un truc à mettre. Défense. Voilà, c'est tout. Le reste, ça peut être tout à fait rigolo, mais défense. Défense, défense. Ensuite, le mentorat. Alors, le mentorat, c'est le petit truc rigolo de cette version 2K19. Avec les Bulls, c'est moins rigolo parce que vous voyez que tant pour Dunn que pour Lavine, que pour Jabari Parker, que pour même un Valentine, le pauvre, ou un Portis, en fait, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des vétérans.
Il nous manque des vétérans capables d'apporter leurs insignes. Alors vous voyez, du coup, j'ai fait ce qui pouvait être fait, mais qui est très très modeste, à savoir apporter un petit peu, je dirais, d'aspect costaud que peut avoir Robin Lopez, que ce soit au niveau des claquettes, prendre le rebond offensif, etc. Ça demande quand même d'avoir du muscle. Finisseur de Lob City, bon ça c'est un peu fun. Et rebondeur efficace, voilà un truc dont t'as vraiment besoin, Laurie Markkanen. Voilà. Wendell Carter, bon ben, allez, on fera pas de commentaires. C'est Azik son mentor, donc super. Super, super, super. Et puis, pour Hutchison, voilà, j'ai mis Justin Holiday. Bon, écoutez, on avait malheureusement même pas 3 insignes à pouvoir lui offrir. En revanche, il y a un truc sur lequel il faut discuter 2 secondes, parce que j'en ai pas parlé, c'est l'aptitude stratégique. Alors, j'ai choisi vitesse et espace, parce qu'on a une équipe qui, si on met de côté Robin Lopez, bon, qui n'est pas non plus dégoûtant hein, par rapport à ce style de jeu, mais si on le met de côté, ils sont athlétiques, ça court, ça va très vite, il n'y a même pas à se poser la question, c'est une équipe qui peut jouer ce style de jeu, et l'idée c'est qu'on aura comme ça des points faciles en contre-attaque. Et en plus, le spacing, nous, on en a. Parce que des shooters à 3 points dans l'équipe, il y en a. Et même en Markkanen et Lavine, il y en a même 2 qui sont relativement dangereux. Donc voilà. On passe maintenant à un peu de gaming. Alors le premier match de la saison, on sait très bien lequel c'est. C'est un match entre les Bulls et les Sixers. D'ailleurs, ça se passe du côté des Sixers. Alors c'est pas le match le plus facile pour démarrer une saison, mais on s'en fout parce que on cherche pas nécessairement à gagner, on cherche surtout à apprendre à jouer avec cette équipe. Et on peut très très rapidement s'apercevoir que cette équipe elle a de la qualité sur le plan athlétique. Elle peut rattraper des coups. Par contre, elle est super faible en défense collective. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous allez vous prendre des backdoors, vous allez vous prendre des trous à des moments en défense, vous allez concéder des rebonds offensifs à l'adversaire. Enfin, ça va être, il faut s'y préparer mentalement. Et qu'il faut pas. Par contre, il y a la contrepartie de tout ça. C'est qu'offensivement, il y a du talent. Offensivement, c'est vraiment que du bonheur. Les, je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Hein, les principaux mecs les plus brillants offensivement de cette équipe, ah bah, j'ai rien inventé. Hein. C'est évidemment Lavine, évidemment Jabari Parker, évidemment l'ami Markkanen. Et ben oui, hein. Donc ces gars-là étant là, on a vraiment de quoi se régaler. Par contre, il faut vraiment faire gaffe. Voilà, vous voyez par exemple ici, il y a eu un problème. C'est lequel? Ben, c'est que sur un tout bête pick and roll posé par Dario Saric, vous voyez, le problème c'est que Parker est sorti, mais à ce moment-là, Dunn aurait dû switcher sur Saric. Mais en même temps, Dunn il peut rien faire. Et Parker, il n'y avait aucun intérêt à ce qu'il sorte sur Fultz. Il n'y avait aucun intérêt, donc il valait mieux qu'il reste sur Saric. Bref, voilà. C'est vraiment de longue des trucs comme ça qu'on remarque alors qu'on voit que en face, Ben Simmons, il est limite chambreur de par la facilité avec laquelle il marque ses points. C'est assez rigolo. Euh, Ben Simmons, il est vraiment drôle. Il est super bien fait dans le jeu. Hein. C'est génial hein, la façon dont ils l'ont fait parce que ils l'ont vraiment fait tel qu'il est, c'est-à-dire élégant, aérien, virevoltant, violent parfois quand il met des gros posters. Bon, super, super. Et on verra tout à l'heure ils ont respecté certaines choses au niveau des lancers francs. On sera amené à s'en apercevoir. Donc ce match,
qui est un petit peu un galop d'essai, hein. C'est pour un petit peu s'amuser et puis voir un peu ce que ça donne. Bon, on voit qu'en fait, en première mi-temps, ben, on est dans le match, à ma grande surprise. On a juste un pourcentage calamiteux à 3 points, mais on est dans le match, il n'y a pas de problème. Du coup, ben, moi je me prends au jeu, puisqu'on est dans le match, ben, je vais essayer de rester dans le match. On voit par exemple, vous voyez la défense très très suspecte de Markkanen. Voilà, ça c'est des axes sur lesquels il va falloir le faire progresser. Mais c'est pas un problème, hein. Je suis sûr qu'en 2 années, avec ces Bulls, 2 années dans le jeu, vous avez fait progresser déjà Levine et Markkanen de manière tout à fait satisfaisante euh, pour, euh, pour qu'ils ne soient pas des tâches comme ça en défense. Et puis ça tombe bien parce que dans cet intervalle de temps-là, vous avez certainement, alors qu'on voit qu'il y a un petit buzzer beater là, du troisième quart-temps par Chris Dunn, dans cet intervalle de temps, vous avez Wendell Carter qui s'est développé. Et puis je sais pas si vous avez encore au poste 3 l'ami Jabari Parker. Mais en revanche, vous avez de l'argent, ou en tout cas il aura fallu en dégager pour pouvoir signer un 3 digne de ce nom, quoi. Voilà, ça c'est tout l'enjeu du truc. Donc, ben voilà, on est toujours dans le match, nous, hein, dans ce quatrième quart-temps. Vous avez vu, voilà, Ben Simmons, il en avait mis 2 hein, dans le match précédemment, et ils avaient mis ficelle, mais là, il les rate. Donc, tiens, le jeu a été bien fichu, parce qu'on se souvient que ça avait été un des petits problèmes de Ben Simmons l'an dernier en NBA. Il y avait eu du hack Simmons. À un moment donné, je me souviens plus quelle équipe avait fait ça, mais ça avait été assez, c'était assez sale la manière dont ça avait été fait, mais n'empêche que ça avait marché. Je me demande si c'est pas le Heat de Miami qui est capable de faire ce genre de choses avec Pat Riley, et surtout avec Eric Spoelstra, qui est pas le dernier des mecs intelligents dès qu'il s'agit de trouver des trucs. Voilà, donc toujours est-il que on est devant à quelques secondes de la fin. Alors, attention. Alors là, cette faute est vraiment bizarre. Il nous siffle faute en bas. Du coup, Ben Simmons, vous avez vu, il a fait un carnage, hein, soit dit en passant. Parce que 17 points, pardon, il rate le deuxième, heureusement. 17 points en 4 fois 5 minutes, c'est solide. C'est vraiment solide. C'est-à-dire qu'il a mis 40 points, quoi, hein, dans la vraie vie. Hein. Donc, attention, alors, qu'est-ce qu'on va faire Ah là 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 là, on a tenté un shoot de la gagne avec Larry Markkanen. C'était pas le meilleur choix, très très honnêtement. J'aurais dû mieux faire. Parce qu'il n'avait pas le plus faible défenseur de la bande sur lui, donc c'était peut-être pas très malin. Là, on voit Gigi Redick dans la prolongation qui s'excite. Pas grave, on va se débrouiller. Joel Embiid, il nous a totalement tué. Il nous a tué en rebond, Joel Embiid. C'est peu de le dire. Mais on est encore dans le match. Un point. Aïe, 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 aïe. On est à 3 derrière, là. Si bien qu'en fait, on va se retrouver par le jeu des fautes, par le jeu des lancers, par aussi quelques paniers relativement costauds de la part notamment de Zach LaVine, avec balle de match pour les Sixers. Tac, raté. Et reprolongation, décidément. Décidément, ça devient presque une habitude. Les matchs à double prolongation, hein, c'est pas du tout le premier que je rencontre. Que ce soit avec les Knicks là dans ma série ou bien avec même là avec ces petits boulitos. Hein, puisque je sais pas si c'est encore vraiment des taureaux à maturité. Hein, c'est peut-être plus des taurillons. Bref, joli move, Jabari. Joli move de Parker. Bon après, il y a des moments où j'ai choisi de faire faute délibérée sur Embiid. Parce que quand il est comme ça, dos au panier, c'est presque à chaque fois, là non, hein, mais c'est presque à chaque fois une action où il va scorer, quoi. Hein. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Bobby Portis, on en parlait de dureté tout à l'heure, j'ai mis Bobby Portis sur Jojo Embiid, sur cette fin de prolongation notamment,
Parce que mieux que Robin Lopez ou que, même si bon voilà, ça suffit pas, ou que Wendell Carter qui est encore un petit peu pâteau à son jeune âge, vous verrez si vous jouez avec, il est peu mobile. Et là, waouh, la petite ISO de Zach. Donc énorme. Hein. Vous avez vu ce panier, c'est quand même assez costaud la manière dont le mec s'en sort. Et puis voilà, on a bien compris que ce serait le dernier mot hein, qui reviendrait donc aux Bulls dans ce match. Donc victoire du côté des Sixers pour commencer. Euh, personnellement, ça n'a strictement rien à voir avec l'épisode, mais j'ai quelques doutes sur quelques postes ou quelques aspects en tout cas de la rotation des Sixers. Et j'ai pas attendu de jouer à Touquet pour les avoir, donc à l'occasion je ferai une vidéo. J'ai quelques doutes, franchement. Euh, on en reparlera, mais toujours est-il que bon bah voilà, pour ce qui est de notre match, on a tenu au rebond, on a tenu dans le jeu au global, on a répondu aux impacts. Embiid a été phénoménal, Simmons a été peut-être un petit peu en dessous de ce qu'il fait au niveau des passes, mais pour le reste il a été génial. Et puis, ben voilà, nous, on a une marque qui est répartie entre nos 3-4 principaux pourvoyeurs de points. Tout va bien. Donc voilà, ben je continuerai à l'occasion une petite avancée dans cette saison avec les Bulls, sans réellement d'urgence en tout cas. Hein. L'idée c'était surtout de présenter ce petit épisode-là de stratégie. Je pense donc, hein, pour reprendre ce que je disais au départ, que si trade il y a, trade avec Portis, avec Valentine, parce qu'à la limite, ils sont presque capables, avec même Felicio qui peut apporter quelques minutes, de tenir les postes 4 et 5 avec les autres joueurs déjà présents. Mais attention, hein, je ne critique pas Portis, c'est un excellent joueur, et ne serait-il même pas en mesure de revendiquer une place de titulaire? Va-t-on savoir? Va-t-on savoir? Titulaire en 5, hein, bien sûr. Markkanen étant un peu frêle pour le poste. Bref, voilà. À très bientôt. Bye bye.